chargé des partenariats et projets de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Nous avons le plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui à la Maison de la Presse Babacar Touré pour parler d'un sujet important, à savoir la sécurité alimentaire durable au Sénégal. Pour en parler, nous recevons avec grand honneur Mme Benkia Stéphane Chikeya, coordonnatrice sous-régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, également la représentante de la FAO au Sénégal. Madame Stéphane Chikeya, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, la FAO joue un rôle clé dans la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde entier. Au Sénégal, l'organisation travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, avec les autorités nationales et les partenaires locaux pour améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir un développement agricole durable. Madame Stéphane Chikeya, nous allons discuter avec vous des défis et des opportunités pour améliorer la sécurité alimentaire au Sénégal. Nous allons également parler de souveraineté alimentaire ainsi que du rôle de la FAO dans ce domaine, sans oublier vos projets pilotes comme le programme Main dans la main, qui d'ailleurs était le thème retenu hier, le 16 octobre, lors de la Journée mondiale de l'alimentation. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Mamadou Diagne, pour son mot de bienvenue. Aux camarades jeunes reporters qui sont présents, bonjour à la coordonnatrice de la FAO, merci de nous avoir fait cet honneur d'être ici présents. Bonjour aussi aux doyens et jeunes reporters aussi. Ici dans la salle, vous avez des jeunes reporters, vous avez aussi des doyens et jeunes reporters. Le doyen Asma Demba, le doyen Bahoum, qui est président de la Convention des jeunes reporters. et aussi Matar Sarr du Forum civil et du CNRA. Je pense que lorsqu'on a voulu initier face aux reporters, l'objectif c'était de proposer aux journalistes d'avoir accès à des profils qui ne sont pas souvent dans les médias. Et c'est des profils qui sont actifs dans le développement. Aujourd'hui, quand on parle de la FAO, on parle d'action, de projet et de terrain et du concret. On ne parle pas de politique, on parle de réalisation. Pour avoir côtoyé de très près ce que vous faites, vous êtes très très proche de la population et dans des zones isolées. Raison pour laquelle aujourd'hui vous n'avez pas seulement dans la salle des reporters de Dakar, mais vous avez aussi des reporters qui sont issus de la zone centre de la Convention. Dans la zone centre de la Convention, vous avez Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick. Donc il y a 10 membres de cette zone centre qui sont là, dont le président Modou Sène qui est là présent. Donc aujourd'hui, la Convention des jeunes reporters, les jeunes reporters qui sont là vous poseront des questions sur vos actions, sur vos projets. Comment est-ce que vous comptez accompagner le Sénégal, cette jeunesse sénégalaise et ces femmes battantes aussi dans les profondeurs de ce pays pour le développement? Je pense que le doyen Amademba, avec son expérience à la Banque mondiale, sait comment ces projets sont ô combien importants pour le pays, pour le développement de ce pays. Aussi, sortir de l'ordinaire, parce que souvent, les sujets sur lesquels nous abordons en face aux reporters ne font pas la une de l'actualité, mais c'est des sujets de développement, c'est des sujets qui intéressent les populations. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité peut être occupée par la politique, par la justice, mais le citoyen doit être au cœur de tout ce qui peut l'aider ou l'accompagner dans son développement. Et le Sénégal aussi, comme on le dit, ne se limite pas à Dakar. Donc sous ce rapport, jeunes reporters, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'avoir un profil qui connaît un peu ce qui se passe dans le profondeur du pays, un profil qui accompagne les Sénégalais. Donc il vous appartient de poser les bonnes questions et après de relayer pour que ces actions puissent avoir une certaine pérennité et puissent bénéficier au Sénégal. Parce que nous, aujourd'hui, d'habitude, on a à dire un citoyen qui est informé de base et un citoyen actif et qui est au courant de tout ce qui se passe dans ce pays et qui peut être acteur de développement. Donc, bonne session. Encore une fois, merci à la FAO pour nous avoir donné cette opportunité et on espère que ça ne s'arrête pas là. Merci beaucoup. Reporter, cette belle tribune pour parler des sujets intéressants et qui nous concernent tous. Nous remercions également nos invités, Yamoud Sen qui représente la zone centre. Nous avons aussi la présence de nos doyens Bahoum, Matar Sarr, un collaborateur de la Convention des jeunes reporters, et doyen As, un aussi grand collaborateur de la Convention des jeunes reporters. Sans plus tarder, nous allons attaquer la rubrique Qui suis-je pour introduire notre invité, Aïda Ngari. La parole est à vous. Je suis ici avec un petit échantillon de quelques collègues techniques
que nous avons ici à Dakar, qui sont venus m'appuyer aujourd'hui pour vous permettre vraiment de poser toutes les questions que vous voudrez savoir sur les activités de la FAO, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique de l'Ouest, mais également pour vous permettre, pour ceux d'entre vous qui êtes sur le terrain, pour vous permettre d'avoir des réponses assez concrètes par rapport à ce que vous voyez en termes d'intervention au niveau du système agroalimentaire dans nos interventions, aussi bien ici que dans les autres pays. C'est passé au bureau de la FAO vraiment nous faire part de la passion qu'il a concernant le développement et comment il se sentait un peu frustré que les questions de développement ne faisaient pas la une des différents reportages. On en a discuté et on s'est même dit qu'on allait faire un partenariat ensemble avec la FAO parce que nous également, de notre côté, on se rend compte avec désolation que tout ce qui est question de développement, tout ce qui est question d'entrepreneuriat dans le secteur de l'agriculture ne passe pas en avant. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on se donne main dans la main, qui est vraiment le mot d'ordre à la FAO pour qu'on puisse y arriver. Main dans la main parce qu'on s'est rendu compte que le système agroalimentaire est un écosystème qui embrase plusieurs domaines. Et donc, à ce titre, aucune institution seule, aucun gouvernement seul, aucune personne seule ne peut y aller. On doit se donner main dans la main, c'est en équipe, c'est en coordination parfaite qu'on pourrait y arriver. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous qu'il nous accompagne et on espère que vous allez aussi relayer cette voie-là ou cette passion-là au niveau des zones dans lesquelles vous opérez pour qu'on puisse sortir les jeunes et les femmes de la pauvreté. C'est très important. On n'a pas besoin de s'asseoir pour attendre que le gouvernement fasse toutes les actions. Nous-mêmes, on a pas mal de leviers à notre niveau qu'on peut utiliser pour nous sortir nous-mêmes de la pauvreté et même au-delà même de se nourrir, devenir immensément riche avec l'agriculture. Et il suffit tout simplement d'avoir l'information, d'avoir les outils qu'il faut, les ressources qu'il faut, et on se rend compte qu'on peut y arriver. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous de partager un peu la vision de la FAO et également tout ce que la FAO met en œuvre comme outil, comme méthodologie, comme politique au niveau des gouvernements pour leur permettre d'améliorer l'environnement dans le système agroalimentaire pour que tout celui qui est intéressé à faire valoir un produit ou à faire valoir son talent dans l'écosystème agroalimentaire puisse s'en sortir valablement et puisse, pourquoi pas, devenir un grand entrepreneur international et faire sa vie à partir de ça. Donc vraiment, merci beaucoup encore une fois pour l'opportunité, Mamadou, et à la modératrice. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Tikaya. Nous allons entamer les discussions. Alors, on parle de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, comment définissez-vous la sécurité alimentaire, surtout dans le contexte sénégalais? Alors, tout d'abord, la sécurité alimentaire ici au Sénégal, on peut dire que quand on prend les données que nous avons actuellement à la FAO, les données récentes que nous avons, qui démontrent que nous avons encore 733 millions de personnes qui souffrent de malnutrition, ça veut dire qui vont se coucher tous les jours sans avoir pris au minimum 2 repas. Je pense que cela nous interpelle au niveau mondial, mais également national, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des améliorations à faire. Et pour le Sénégal, on se rend compte, par exemple, que la consommation de riz, qui est comment on appelle, la base de l'alimentation ici au Sénégal, est passée de 25% à 35%. Alors, ça veut dire quoi?
la population a augmenté, où le changement climatique est intervenu pour empêcher certains producteurs de travailler convenablement, où alors il y a eu également les effets de la hausse des prix à l'international qui ont fait qu'on n'a plus tellement accès à cette denrée que nous consommons, que nous aimons aussi au niveau du Sénégal, mais également de la plupart des pays en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça veut dire que donc la facture de l'importation a augmenté. Et cela, comme vous le savez tous, le gouvernement, pour assurer la sécurité alimentaire, est obligé de subventionner, par exemple, le riz. Et donc, d'importer davantage parce que la production locale ne répond pas aux demandes. Et lorsque vous avez une telle situation, avec les pressions économiques que nous connaissons aujourd'hui, avec des fois l'insécurité que nous connaissons, avec les changements dans les taux d'échange, dans les termes d'échange commercial qu'il y a entre les différents pays aujourd'hui, ça veut dire qu'on arrive à un moment où on n'arrive plus à tenir. Et donc, il faut se retourner vers la terre et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la production, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter le quota de production pour pouvoir nourrir sa propre population. Et je pense que c'est pour cette raison que le gouvernement du Sénégal a mis au cœur la souveraineté alimentaire dans sa vision, dans l'agenda Sénégal 2050, vraiment qui a pour objectif que chaque Sénégalais puisse manger sainement et en abondance. Et nous, à la FAO, notre rôle, évidemment, c'est de soutenir cette politique, mais également de faire en sorte qu'au-delà de cette politique, on soutienne également toutes les communautés sénégalaises pour qu'on puisse d'abord augmenter la productivité, mais également améliorer la chaîne de valeur de ces denrées-là que nous aimons consommer, améliorer la chaîne de valeur pour nous permettre de créer aussi des richesses autour de cela et s'assurer en même temps que les populations mangent. Vous avez par exemple 20% de la population qui produit et qui nourrit 80% de la population. Alors, je pense que c'est une interpellation pour dire que ce sont les petits producteurs, en fait, qui nourrissent la population et qui, très souvent, qui manquent d'outils, qui manquent d'infrastructures pour mieux faire. Et lorsqu'ils manquent d'outils, lorsqu'ils manquent d'infrastructures, ils sont amenés à la longue à se fatiguer, à se lasser et à abandonner le milieu. Alors nous, on doit continuer à les encourager en les dotant d'équipements améliorés, mais également en leur donnant les outils qu'il faut, tels que la digitalisation, ainsi de suite. Je pense qu'on y reviendra plus en détail, mais en leur donnant les outils qu'il faut pour que vraiment ils ne se lassent pas de produire et pour qu'ils produisent avec aise, non seulement pour nourrir, mais également eux-mêmes pour qu'ils se fassent de l'argent. Vous savez, moi je suis économiste et donc dans tout, je vois quelle est l'opportunité de gagner quelque chose. Alors, quand j'investis, je veux savoir en retour, je gagne quoi. Et donc, c'est un peu cet esprit-là qui nous anime à la FAO pour encourager les jeunes, les femmes à agir dans le secteur tout en s'assurant qu'ils puissent non seulement aider à augmenter la production nationale en denrées alimentaires, mais également eux-mêmes à se faire un peu d'argent. Merci beaucoup, Madame Tikaya. Alors, nous allons donner la parole au public. Je rappelle que c'est la production record que le Sénégal a pu atteindre cette année pour la pomme de terre, les oignons et la carotte. Et effectivement, je pense que là, le gouvernement est à saluer parce que c'est le résultat d'une volonté politique très forte
du gouvernement, et je pense même jusqu'au plus haut sommet, qui a mis des ressources nécessaires à disposition pour pouvoir atteindre ces objectifs. Tout ceci pour vous dire qu'atteindre la souveraineté alimentaire, elle est possible. Lorsque la volonté politique y est, ça veut dire qu'on donne les ressources qu'il faut et donc on peut y arriver. La question des pertes post-récolte, elle est réelle. Et c'est l'une des raisons, je dirais, c'est l'un des défis que nous rencontrons dans la production, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de stockage pour permettre la pérennisation de certains denrées qui sont fragiles, tels que le maraîchage. Et donc, nous, à la FAO, nous sommes outillés pour donner non seulement les guides qu'il faut, mais également les stratégies, mais même les infrastructures qu'il faut. Et nous le faisons. Tout à l'heure, Mahfouz reviendra. Il va vous dire concrètement ce que nous sommes en train de mettre en place. Et les pertes post-récolte, également, ces infrastructures-là, ça va même au-delà du maraîchage, mais également, même dans la pêche. Parce que dans la pêche également, lorsque les pêcheurs amènent le poisson, souvent, on voit que la chaîne du froid est interrompue. Donc, la FAO intervient également dans tous ces domaines pour donner les conseils, mais également développer l'infrastructure et même l'équipement. Donc, la FAO est bel et bien outillée, c'est-à-dire qu'au-delà des conseils en politique que nous faisons, nous sommes également outillés à faire les infrastructures hydro-agricoles, c'est-à-dire les systèmes d'irrigation. Et on a même eu à faire des systèmes d'irrigation solaire pour permettre à ce que les communautés qui sont en train de produire, qui puissent produire toute l'année, parce que l'objectif, c'est vraiment de professionnaliser le secteur, c'est vraiment de professionnaliser les intervenants pour qu'ils puissent travailler 12 mois dans l'année et peut-être à leur guise prendre 1 mois de congé. C'est ça l'objectif que nous recherchons à la FAO. Et donc, c'est notre rôle également de mettre à leur disposition les équipements qu'il faut et surtout l'irrigation, parce que nous savons que la raison pour laquelle on n'arrive pas à produire toute l'année, c'est qu'il n'y a que l'eau, donc on attend que la pluie vienne. Et c'est lorsqu'il pleut qu'on court, on va planter nos arachides, on fait tout le reste, et le reste de l'année, on attend. Et donc, la FAO est bien outillée. Nous avons, disons, des ingénieurs en infrastructure qui sont qualifiés pour faire des infrastructures hydro-agricoles, mais également pour aider les pays à avoir des équipements de dernière génération, c'est-à-dire de performants et innovants, comme je l'ai dit tantôt, pour vraiment faciliter l'accès aux populations, aux outils qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Et comme vous l'avez si bien dit, Confucius disait que le médicament de l'homme, c'est d'abord la nourriture. Donc, si on investissait dans l'aliment sain, on se rendrait compte qu'on a besoin de moins de médicaments. Et effectivement, cette information-là, il faut qu'elle soit portée. Et non seulement en français, mais surtout dans les langues locales, parce qu'au niveau local, on a plusieurs de nos concitoyens qui ne maîtrisent pas forcément le français et qui ont besoin de cette information cruciale pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils doivent conserver la nourriture, comment est-ce qu'ils doivent l'emballer, comment est-ce qu'ils doivent s'assurer de ne pas interrompre la chaîne du froid pour ne pas que ça devienne un poison. Et donc, je pense que ce que vous avez dit, nous sommes dans cette lancée-là et on va tout faire pour que ce partenariat se concrétise davantage. En termes de ressources, nous sommes à votre disposition. Nous avons le site web de la FAO que vous pouvez exploiter à volonté. Vous savez, d'abord, la FAO a été créée en 1945 par les pays membres. Et lorsque les pays sortaient de la guerre, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait la famine, et donc il fallait une organisation pour venir soutenir les pays à développer les politiques agricoles pour pouvoir nourrir les populations. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même dynamique, ce qui fait que toutes les ressources que nous avons
au niveau de la FAO, ils sont libellés comme biens publics communs. Ça veut dire que c'est à la disposition de tous. Si vous rentrez sur le site web de la FAO, vous allez retrouver des milliers de publications dans les 6 langues de l'organisation. Et donc, toutes ces publications, aujourd'hui, avec l'outil numérique, on a l'occasion de faire les downloads, de télécharger et de l'exploiter à volonté. C'est à la disposition de tous, tout un chacun, à la disposition des gouvernements en ce qui concerne les politiques agricoles, les stratégies et autres, à la disposition de la population, même en ce qui concerne comment planter le niébé et faire en sorte que son niébé n'échoue pas. Tout est disponible à la FAO. Mais j'avoue qu'il y a un gap énorme de communication et il faut qu'on y travaille ensemble, main dans la main. Donc moi aussi, je compte sur vous. N'hésitez surtout pas à venir toquer à la porte de la FAO si vous avez besoin, s'il y a des sujets à votre niveau, dans vos localités, ou bien vous constatez un fléau, n'hésitez pas aussi à nous interpeller. Ne pensez pas qu'on est là porte ouverte ou bien qu'on est là seulement pour une faction. On est là aussi pour vous, les reporters. Donc, venez nous faire part de ce que vous avez constaté. Et des fois, il y a des choses, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent et on peut y arriver. Donc, si vous venez, vous nous dites, par exemple, on voit qu'il y a des populations qui souffrent avec je ne sais pas quel denrée, ils ne savent pas trop comment le conserver ou comment, disons, améliorer la productivité et autres, venez nous demander, on va vous dire ce que c'est et comme ça, vous aussi, vous pouvez relayer cette information. Récemment, on a fait la formation des reporters en sécurité sanitaire des aliments parce qu'on sait que c'est un sujet assez sensible, nous en consommons tous, que ce soit les viandes, que ce soit les riz, que nos bonnes mamans préparent des fois au bord de la route. On les consomme des fois sans se rendre compte des dangers, des fois qu'ils encourent. Donc, on a tenu à former les jeunes journalistes pour qu'eux aussi soient vigilants, surtout ceux qui sont dans l'investigation comme madame, pour qu'ils soient vigilants lorsque vous rencontrez, par exemple, des personnes qui ne respectent pas l'hygiène et qui vendent de la nourriture dans les rues, pour que vous puissiez aussi les interpeller, les éduquer, ou même nous faire part pour qu'on puisse aussi contacter les autorités qu'il faut pour éviter de contaminer un grand nombre de populations. On a fait également la formation des journalistes dans le cadre de la pêche, là aussi pour pouvoir leur démontrer quels sont les enjeux de la pêche, pour leur permettre de communiquer avec les populations côtières qui vivent aussi de la pêche. Et on va continuer ce genre d'initiative dans divers domaines. Chaque fois qu'on aura l'occasion, on va essayer de voir des domaines. Mais aussi, je vous demande à vous, si vous avez des domaines particuliers qui vous intéressent, pour lesquels vous aimeriez vraiment qu'on développe vos compétences, n'hésitez pas à venir. Nous sommes à votre disposition. Et c'est avec plaisir qu'on va le faire parce que nous sommes là aussi, c'est pour la population. Hier, on était à la gare de Dakar, justement, on a organisé une session de dégustation des mets locaux. Tout ça, c'était en vue de démontrer à la population que des fois, on n'a pas besoin des aliments importés, on a tout sur place. Il suffit qu'on y donne de la valeur et qu'on sache comment les présenter et on peut se nourrir de ce que nous produisons. Et nous, tout ce qui est produit local à la FAO, nous encourageons parce qu'on sait que ce sont des produits qui ont d'abord une valeur ancestrale, mais aussi culturelle. On est fiers de dire, par exemple, qu'on peut faire du jus avec de l'aubergine ou avec autre chose. Et on aimerait perpétuer cette tradition à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que vraiment ça perdure, surtout que ce sont des produits que nous avons, avec lesquels nous avons grandi, et très souvent, on ne sait même pas quoi faire avec. Mais quand on améliore à sa production, à sa préparation et à sa présentation, on se rend compte qu'on est très, très fiers de ce que nous avons en Afrique. Et donc, nous ne pouvons que vous encourager à venir nous voir lorsque vous voyez qu'il y a des soucis majeurs dans vos zones.
venez, vous appelez, vous avez nos numéros de téléphone, les contacts par email ou même à travers le président. Contactez-nous et dites-nous, madame, il y a tel sujet et on va essayer de vous relayer l'information. Merci et merci encore, madame, pour la question. Merci. Merci, madame. Alors, le Sénégal et la FAO collaborent depuis 1960. La FAO était aux côtés du Sénégal à travers les institutions telles que l'ITA. Et nous avons ouvert nos portes physiquement ici à Dakar en 1977. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on peut se féliciter d'une très bonne collaboration avec le gouvernement. Surtout qu'en 2019 également, le Sénégal a vu abriter le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous sommes ici avec plus de 100 experts qui sont là à la disposition du Sénégal et de toute la sous-région pour vraiment aider les pays à transformer le système agroalimentaire, pour aider également les populations. C'est comme je le disais tantôt, la transformation du système agroalimentaire demande l'implication de tout un chacun. Merci. Demande l'implication de tout un chacun. Et nous, ici, au Sénégal, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées, que nous sommes d'ailleurs fiers de démontrer, de mettre vraiment le Sénégal sur la plateforme sous-régionale en termes d'excellence, en termes de bonnes pratiques, et que nous essayons de répercuter dans d'autres pays. Mais nous continuons le combat parce que toujours la facture de l'importation, elle est élevée. Le changement climatique également nous perturbe, nous dérange dans nos avancées. Et la facture démographique aussi augmente. L'insécurité au niveau de la sous-région aussi ne nous aide pas toujours. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours redoubler d'efforts parce que c'est un écosystème assez complexe et tout est interlié. Et vous savez tous qu'en Afrique de l'Ouest, pratiquement tous les pays sont connectés les uns aux autres. Donc, ce qui se passe à côté a des répercussions sur nous, même en termes de marché. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'on continue à collaborer, à améliorer ce que nous pouvons faire dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour que véritablement on puisse mettre l'agriculture au cœur de toutes les actions que nous menons. En Afrique de l'Ouest et même au Sénégal, on dit que la moyenne d'âge est de 19 ans. Ça veut dire que nous sommes une population très très jeune, dynamique, avec les forces qu'il faut. Et ça, ce sont des opportunités que nous avons pour changer la donne. Et nous, ici à la FAO, vraiment nous sommes là pour encourager les populations, les gouvernements à adopter les politiques qu'il faut et adopter les habitudes qu'il faut pour que le changement intervienne. Alors d'abord, nous avons une excellente collaboration avec le gouvernement. La FAO apporte les conseils qu'il faut au gouvernement pour leur permettre d'adopter les bonnes politiques et ça se passe très bien. Nous sommes satisfaits du niveau de collaboration et donc on ne peut qu'espérer que cela continue. En termes de stratégie, la FAO opère sur 4 piliers. Le premier, c'est une amélioration de la production. Alors, ça veut dire qu'on soutient les États membres et le Sénégal à améliorer tout ce qui est production, c'est-à-dire mettre la DABA au musée, parce que ça appartient maintenant au musée, nous sommes en 2025. On ne veut plus que les jeunes et les femmes qui se lancent dans l'agriculture souffrent pour produire, donc leur mettre à disposition des outils performants, des outils, des fois des tracteurs qui ne sont pas trop grands, et des fois des outils qui sont vraiment digitales, c'est-à-dire aujourd'hui, avec son téléphone portable, on peut être à 100 km et arroser son jardin.
mettre à disposition également le e-commerce, s'assurer qu'à travers la digitalisation, les producteurs arrivent à écouler, même sur le marché international, les produits qu'ils ont, et s'assurer également que les femmes qui viennent pour essayer de restaurer la terre ne se mettent pas à labourer la terre, mais leur doter d'équipements qui vont leur permettre de préserver les terres qu'ils ont, les rendre fertiles pour qu'ils puissent continuer à produire toute l'année. Et donc, ça, c'est l'amélioration de la production. Nous avons également, deuxième pilier, une meilleure nutrition, qui est évidemment utiliser les produits locaux, les produits du terroir, essayer de les transformer de manière à ce qu'elles soient nutritives et qu'elles soient aussi connues. Parce que l'accès à une nutrition saine, ça veut dire qu'on renforce le capital humain, ça veut dire également qu'on devient des êtres humains intelligents, parce que c'est la nutrition qui vous donne et l'intelligence et la force pour avoir le capital qu'il vous faut pour être un peuple productif. Le troisième pilier, c'est un meilleur environnement. Ça veut dire que lorsque nous produisons nos riz, nos tomates, qu'on puisse le faire dans le respect de l'environnement. S'assurer qu'on n'est pas en train de dégrader le sol, s'assurer qu'on n'est pas en train de dessécher le sol, qui va après se répercuter sur l'environnement et même sur les animaux. Parce que tout à l'heure, on parlait de santé animale et vous allez voir que souvent les maladies qui affectent l'animal affectent également l'homme. Donc on est là pour essayer de donner des conseils, donner des stratégies, donner des méthodologies aux populations et au gouvernement pour qu'ils comprennent comment l'interaction de tous ces facteurs joue sur la productivité et sur la personne humaine, sur l'individu. Alors le quatrième pilier, c'est une meilleure vie à tout le monde, parce que nous considérons qu'il y a des moments où un homme dans sa vie productive peut être dans une phase délicate. On peut être au chômage. Peut-être on avait un bon boulot et puis du jour au lendemain, on se retrouve au chômage. On donne également les conseils au gouvernement pour dire, bon, soutenez ces gens-là. Soutenez-les à travers les programmes de protection sociale, à travers également les programmes d'urgence lorsqu'il y a les chocs climatiques, lorsqu'il y a les inondations, les sécheresses, lorsque quelqu'un se lève du jour au lendemain, qu'il trouve que tout son champ est brûlé parce qu'il n'avait pas d'assurance. On donne des conseils également au gouvernement, mais également au secteur privé, pour dire qu'il faut soutenir également ces couches vulnérables. Il y a aussi des populations qui sont handicapées, des fois qui se lancent dans l'agriculture, et lorsqu'ils se retrouvent vraiment dans une phase de vulnérabilité où ils ont tout perdu, il faut une intervention du secteur privé ou bien du gouvernement pour aider ces populations à se relever et à devenir productifs encore. Parce que ce n'est que quand la population est productive, intelligente, qu'elle peut changer la donne du pays. Donc la FAO est là à accompagner le Sénégal dans tous ces domaines à travers ces 4 axes stratégiques. Merci beaucoup. Merci d'avoir reconnu les interventions de la FAO dans la zone centre. Effectivement, on a plusieurs activités là-bas, y compris des champs écoles paysans. Marfous en reviendra plus long sur ça parce que je sais qu'il est passionné également de cette zone où nous avons formé des milliers de femmes au maraîchage et d'autres activités. Il reviendra en longueur sur ça. Alors, vous avez touché un point clé. C'est le foncier. C'est vraiment le foncier. Et c'est une question qui n'est pas particulière au Sénégal. Et je dirais que c'est pratiquement un cas qu'on voit se répercuter dans tous les pays, notamment en Afrique, où vous avez des vastes terres arables non cultivées, tout simplement parce que c'est très compliqué d'avoir accès au foncier. Même lorsque vous venez acheter
un terrain, vous venez acheter vos 1000 hectares ou 2000, vous avez du mal à produire là-dessus parce qu'il y a toujours des problèmes, les familles, voilà, c'est le frère. Donc, il y a toujours ce gap-là qu'on n'arrive pas à dépasser. Et la FAO a développé un guide volontaire pour les terres, c'est-à-dire pour essayer de guider un peu les gouvernements en donnant plusieurs options sur comment régler la question. Et vous le savez comme moi que c'est une question assez sensible parce que ça touche les familles, ça touche les communautés et donc c'est très difficile même à l'État de s'immiscer. Mais je pense que c'est une question fondamentale et ça fait partie des défis que nous avons, notamment en Afrique, pour relever la question de la sécurité alimentaire. Et je pense que à travers vous aussi, qui êtes sur le terrain, les jeunes reporters qui êtes sur le terrain, vous devez aussi user de votre pouvoir, disons, de votre influence pour aussi parler aux familles, pour essayer un peu de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que lorsqu'on développe un lopin de terre, ce n'est pas pour qu'une seule personne s'enrichisse, mais au bout du compte, c'est toute une nation qu'on nourrit. Donc je pense que cette sensibilisation-là aide également les gouvernements à pouvoir asseoir les politiques. Parce que même lorsque le gouvernement fait des politiques, vous constatez que la mise en œuvre est extrêmement difficile parce qu'il y a toute une tradition, toute une culture derrière la terre qui rend vraiment la mise en œuvre des différentes lois qui ont été adoptées applicables. Et donc, je pense que c'est vraiment d'essayer de sensibiliser au maximum parce que même nous-mêmes, hein, à l'intérieur de nos familles, on a des difficultés. Lorsque les terres appartiennent à toute la famille, vous seul, vous venez, vous dites, moi je vais prendre une partie, vous avez des difficultés. À plus forte raison, quelqu'un d'externe qui vient et la question est extrêmement compliquée, mais je pense que il faut qu'on redouble d'efforts au niveau de la sensibilisation pour que les gens comprennent surtout les enjeux nationaux qu'il y a, point de vue famille, point de vue humain, ce besoin qu'on a de nourrir les gens alors que la terre est là des fois 10 ans, 20 ans, personne n'y touche et on va trouver que c'est une terre fertile. Alors, nous, les guides volontaires sont là. Nous allons les partager avec vous. Je pense que ça peut vous servir également d'outils de sensibilisation. Vous combinez ça avec les lois qui existent en ce moment au Sénégal et je pense qu'ensemble, on peut essayer de sensibiliser au maximum pour que les familles puissent comprendre les enjeux qu'on a pour nourrir le monde et donc vraiment de laisser l'utilisation des terres pour que les nations se développent. Et je pense que c'est vraiment une question fondamentale que vous avez soulevée et qui nous incombe à nous tous. Hein. Il ne faut pas qu'on laisse tout ça au gouvernement, on doit s'y mettre tous pour qu'on puisse développer l'agriculture dans nos pays. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez, il y a des nouveaux outils, l'innovation, tels que par exemple les drones, que nous essayons d'introduire dans nos projets, dans nos interventions, pour pouvoir faire la cartographie des sols et voir un peu où sont les zones de production. Parce que lorsque vous avez les problèmes de salinisation sur une parcelle, ça veut dire qu'il ne faut pas y être. Il ne faut pas produire là parce que vous saurez... Enfin, ce n'est pas tout qu'on peut produire là-bas. Il faut voir quel type d'aliments on peut produire sur ce genre de sol. Et lorsqu'on a une bonne cartographie, ça peut éviter qu'on aille planter de l'arachide sur du sel, sachant que ça n'aura pas le même goût. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, c'est là où on mesure l'importance des données. Parce que lorsqu'on a des données, lorsqu'on sait quelle est la qualité du sol, quelle est la qualité de l'eau qu'on a sur tel sol, on sait quel type d'aliments on peut produire là, dans cette zone-là. Donc l'introduction des drones
par exemple, est quelque chose qu'on est en train de considérer pour pouvoir donner cette information-là, d'abord au niveau des décideurs, mais également au niveau des populations locales, pour qu'ils sachent que, bon, il y a certains types de produits qu'on ne peut pas produire sur tout type de sol. Chaque sol a un produit qu'il peut valablement, disons, ressortir, qu'il faut qu'on sache. Et donc ça, ce genre d'intervention, nous, on va essayer de le faire. Bon, dans le Ciné Saloum, je pense que Marfous, merci beaucoup. La FAO travaille étroitement avec la CEDEAO et les autres institutions sous-régionales telles que le SILS, telles que la Mano River Union, l'UEMOA. Et on essaye vraiment d'harmoniser les politiques agricoles au niveau de la sous-région parce que, surtout quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, tous les pays se tiennent et tous les pays ont l'impact les uns sur les autres et nous constituons ensemble un marché ouest-africain. Et donc, nous soutenons la CEDEAO beaucoup dans sa mise en œuvre et surtout son plaidoyer également auprès des gouvernements sur la libre circulation des biens et des personnes, parce qu'on voudrait qu'en Afrique de l'Ouest, qu'on crée un vrai espace, qu'on crée un vrai marché africain, ouest-africain, qui permette à un produit de quitter le Cap-Vert pour arriver au Nigeria sans trop de difficultés. Mais également pour permettre au gouvernement d'atténuer les mesures internes qu'elles prennent, parce que ça peut avoir de l'impact. Si la Guinée-Bissau décide de fermer ses frontières, tous les pays autour de la Guinée-Bissau pourront souffrir. Et donc, on les encourage vraiment à créer cet espace de libre-échange entre les pays pour que les populations ne souffrent pas. Parce que, au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect culturel très fort qui nous lie également. Et donc, briser ces liens-là ne pourra pas nous apporter trop de bénéfices. Et donc, nous œuvrons très bien, nous travaillons très bien avec la CEDEAO sur plusieurs domaines, que ce soit au niveau de l'eau également, de l'hydraulique. Vous savez que nous avons la plupart des grands fleuves qui lient les pays ouest-africains. Et donc, également, nous travaillons avec eux sur tout ce qui est changement climatique, qui n'a pas de frontières, sur tout ce qui est transhumance également, puisque le bétail aussi, le bétail se promène librement et les éleveurs, souvent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de traverser une frontière. Donc, nous œuvrons avec eux sur tous ces fronts pour pouvoir faciliter la vie aux populations, pouvoir faciliter l'accès au marché et également s'assurer qu'on puisse nourrir le monde ouest-africain. Donc, la coopération continue avec eux. Bon, les difficultés de coordination, il y en a toujours parce que, comme vous le savez, lorsque vous avez plusieurs pays qui sont engagés dans une même dynamique, il y a des moments, il y a d'autres qui sont un peu en retard, d'autres qui sont en avance. Mais l'idée essentielle, c'est que les politiques que nous développons au niveau du développement de l'agriculture, ça reste invariable. Au-delà de tout ce qu'il y a comme politique, l'agriculture, c'est l'agriculture, ou le système agroalimentaire, c'est le système agroalimentaire. Et comme la nourriture n'a pas de frontières, le ventre non plus, les pays et les populations sont obligés de travailler ensemble pour arriver à la souveraineté alimentaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et également, au niveau de la CEDEAO, on encourage beaucoup la coopération sud-sud. Au lieu d'aller très loin pour chercher un produit qu'on peut trouver à côté, pourquoi ne pas le faire en utilisant les outils que la CEDEAO a déjà créés pour pouvoir le faire sans trop de soucis. Alors, pour revenir à la deuxième question. Votre regard sur le leadership féminin en Afrique? Alors, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de chance. Vous ne pensez pas? On a beaucoup de chance parce que la femme a beaucoup de valeur. Et on le dit souvent que lorsque la femme n'est pas impliquée dans un domaine, ce domaine-là ne prospère pas beaucoup. Et je pense que nous, les femmes, nous avons une capacité unique à apporter ce brin d'objectivité
que souvent nos confrères n'ont pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut du tout pour faire un monde. La femme, c'est vrai qu'elle est très objective, très battante et très engagée, mais il est important qu'on tire avec nous également les hommes qui nous accompagnent. Parce qu'en faisant d'eux des champions de la cause féminine, on fait avancer la question de la femme beaucoup plus en avant. Et donc, moi, le conseil que je donnerais à chaque femme, c'est de dire de ne pas être timide. Hein? Chacune d'entre nous a sa pierre à apporter. Il ne faut pas vous laisser impressionner, ne pensez pas qu'il y a des intelligents et des inintelligents. Les talents sont dans divers domaines. Un peut être talentueux dans un domaine et l'autre est talentueux dans un autre. Donc, ne soyons pas timides, ne soyons pas aussi, je dirais, s'imposer de manière brutale. C'est-à-dire qu'on doit être présente par ce que nous connaissons, par ce que nous apportons. Et avec l'empathie naturelle que nous avons, les hommes eux-mêmes, ils sauront qu'ils ont besoin de nous à leur côté pour pouvoir faire avancer les choses. Et je pense qu'eux-mêmes, ils apprécient quand la femme est là parce qu'elle voit certains petits détails qu'eux, ils ne voient pas. Donc, restons polis, hein, restons respectueuses, mais ne mettons pas de côté également les connaissances que nous avons parce que lorsque la femme se donne à fond dans quelque chose, elle excelle et elle excelle très bien. Donc, ne soyons pas timides, mais soyons respectueuses et sachons qu'on doit travailler main dans la main avec tout le monde, les hommes, les garçons, tout le monde, les filles. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait tirer les populations au devant de la scène et surtout pour pouvoir faire mieux et nous en sortir en tant qu'Africains pour être des peuples respectés. En fait, ils sont nos partenaires clés parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure de semences, il y a un monsieur qui a parlé de semences de qualité. C'est avec les centres de recherche qu'on le fait. Parce qu'on sait que dans l'équation, pour régler la question de l'alimentation, les semences sont clés. Et donc, avoir des semences qui répondent au sol que nous avons et à la quantité d'eau que nous recevons, c'est fondamental. Et donc, nous travaillons énormément avec l'ISRA et pour développer ces variétés-là qui sont résistantes, mais également qui prospèrent ici. Et la collaboration est parfaite. On soutient tout aussi bien les centres de recherche que les gouvernements, que les populations. C'est-à-dire que la FAO, quelle que soit l'entité qui soit intéressée à développer le secteur agricole, nous, on est prêts à apporter notre connaissance, à apporter notre pierre à l'édifice pour s'assurer que ce centre-là prospère. Donc, on a une parfaite collaboration avec l'ISRA, avec lequel nous échangeons beaucoup de manière scientifique sur les connaissances que nous avons et nous le soutenons évidemment également dans les démonstrations qu'ils font et après on les aide même à faire la vulgarisation des produits qui sont, disons, qui deviennent des success stories dans les différents pays. Merci beaucoup. Sans protocole, hein? Madame la représentante ou la présidente du FAO au Sénégal, Monsieur le Président de la Convention des jeunes reporters, chers confrères, chères consoeurs, je suis très heureux véritablement de la tenue de cette rencontre à la Maison de la Presse, mais également très heureux de la tenue de cette belle initiative de la Convention des jeunes reporters. Mais je suis surtout très heureux de voir véritablement l'engagement de nos doyens à nos côtés. C'est très important. Nos rédactions aujourd'hui n'ont plus l'autre école du journalisme. C'est la présence, l'encadrement des doyens dans les rédactions.
Vraiment, on n'en a plus. Mais je voudrais, avec votre permission, vous demander d'acclamer véritablement 2 icônes de la presse sénégalaise. Je pense que cette semaine, c'est la 3e ou la 4e fois qu'ils sont là, et ils sont là pour la presse. Je vais vous parler de M. Bahoum et de M. Madem Mandiaye, s'il vous plaît. Ils laissent tout pour accompagner la presse. Moi, j'en sais quelque chose en tant que directeur général de la Maison de la Presse. M. Bahoum, que j'appelle Carotte, je ne vais pas rentrer dans les détails, et M. Madem Mandiaye, véritablement, joue un rôle important aujourd'hui dans cette Maison de la Presse qui est le temple des médias du Sénégal. Votre soutien, votre encadrement nous permet d'avancer positivement, très cher doyen. En tant que directeur général, je vous remercie très sincèrement pour votre soutien à la presse sénégalaise, qui en a besoin. Il y a l'école théoriquement, mais sur le plan pratique, il y a une autre école. Nous avons été pratiquement formés par ces doyens-là, parce qu'ils étaient dans les rédactions. Mais aujourd'hui, avec le télétravail, non seulement on ne se retrouve plus pour discuter dans les rédactions, mais également les rédactions sont dégarnies de ces icônes du journalisme. Malheureusement. Heureusement qu'ils sont encore disponibles quand il y a ce genre d'initiative pour venir véritablement échanger avec cette jeune génération. Donc, véritablement, je vous remercie très sincèrement. L'autre remerciement va à l'endroit de plus qu'un ami, mais un compagnon de guerre, comme on dit, c'est Makhtar Sall. Je pense que lui aussi, c'est la 3e, la 4e fois qu'il est dans cette semaine au niveau de la Maison de la Presse. Makhtar Sall, merci. En dehors de sa casquette de directeur de cabinet du directeur général du CNRA, il est membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Tout ce que nous sommes en train de faire, ou toutes les initiatives que j'ai prises pour relancer la Maison de la Presse, c'est sous l'onction du conseil d'administration. Donc c'est pour vous dire que les orientations, les suggestions viennent souvent du conseil d'administration. Et la plupart de ceux-là qui sont dans les médias, et Makhtar en fait partie. En dehors même des réunions conseil d'administration, c'est quelqu'un qui est disponible pour orienter, pour donner des suggestions pour la bonne marche de la Maison de la Presse. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir que la Maison de la Presse est en train de retrouver sa vie, sa raison d'être. Et merci aux jeunes reporters pour l'organisation de ce genre d'initiative à la Maison de la Presse. Et par conséquent, la Maison de la Presse est toujours disponible pour vous accompagner s'il y a de telles initiatives. Parce que notre ambition est que la Maison de la Presse soit animée. Et c'est dans ce cadre de cette animation que nous avons lancé le Salon international des médias d'Afrique. Nous sommes sur la dernière ligne droite, puisque c'est prévu du 27 au 31 octobre 2025. La cérémonie d'ouverture est prévue à Daniel Sorano, présidée par le chef de l'État, et tous les autres travaux dans le cadre de l'animation de la Maison de la Presse vont se dérouler à la Maison de la Presse. Avec des stands, et nous serions très heureux de voir la Convention avoir un stand, expliquer un tout petit peu à ceux qui arrivent, parce que nous avons presque 300 délégations qui seront à Dakar, avec 22 pays pour le moment qui ont confirmé leur participation à ce salon. Donc c'est un rendez-vous médiatique important. L'écosystème média à Dakar, ce sera une première en Afrique de l'Ouest, ce sera une première en Afrique, que l'écosystème média se retrouve à Dakar. Et cela, véritablement, c'est à l'avantage de la presse sénégalaise. Et je vous demande de s'en approprier et de venir participer aux différents panels, puisque c'est également
une école pour savoir. Parce que tous les panels concernent véritablement l'écosystème média, la presse nationale, la presse internationale, entre autres panels qui seront animés. Et on verra également tous ces doyens-là à la table pour véritablement participer à l'animation de ces panels. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie et je vous encourage. Je fais partie de ceux-là qui ont créé la Convention des jeunes reporters. Je n'ai jamais imaginé que la Convention allait se retrouver à ce stade-là. Parce que c'était notre ambition, oui. Mais un bébé peut être né te du ànd ak barke. Mais bi dafa judd ànd ak barke, ñi ko yor ànd ak barke, ñi ko ëmb ànd ak barke. Donc merci à vous tous, les jeunes. Faites de la Convention une grande école pour avancer. Et je pense que si vous collaborez, continuez à collaborer avec ces doyens-là, vous allez réussir cela. Merci, madame, pour votre disponibilité, enfin. Merci.